De retour dans l'Africa Newsroom, Aboubakry Ba, président du Sénat, Barandia et consultant en innovation technologique. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand temps. Et c'est un constat inquiétant que vient de dresser la Banque mondiale. L'institution alerte sur les niveaux d'endettement externe comme interne qui fragilisent les équilibres macroéconomiques des pays africains. Certaines économies sont marquées par des niveaux élevés d'endettement public qui dépassent 55% du PIB, une situation qui menace directement les perspectives de croissance. Les précisions de Corinne Kamze-Fem. À la fin de l'année 2017, le taux global d'endettement de l'Afrique était estimé à 45% de son produit intérieur brut. Après avoir dissimulé une dette d'1,8 milliard d'euros, le gouvernement mozambicain s'est déclaré en défaut de paiement depuis 2017. La même année, le Congo, en défaut de paiement, a vu sa dette réévaluée à 120% de son PIB. De même, au Nigeria, 60% des recettes de l'État sont destinées au paiement du service de la dette. Des exemples qui illustrent le cas de nombreux pays africains et qui hypothèquent tous les bénéfices que ces pays espèrent tirer d'une croissance en hausse dans les années à venir. Si vous prenez le cas du Cameroun de l'exercice 2016, vous allez vous rendre compte que pour un budget de 4,200 milliards, le service de la dette, c'est près de 1 000 milliards. Ça veut dire que le service de la dette, c'est le poste de dépense le plus élevé dans le budget de l'État. Alors, conclusion, le service de la dette plombe, empêche même les investissements, empêche que, n'est-ce pas, le budget mobilisé puisse permettre, n'est-ce pas, d'investir et d'impulser la croissance. L'austérité qui s'est fait ressentir sur le plan mondial explique en partie cette course en endettement, avec la baisse des cours des matières premières, la réduction de l'aide publique au développement, mais aussi sur le plan local, des politiques fiscales qui ne permettent pas un recouvrement efficient. Ainsi, plongés dans un stress financier, les États africains ont souvent recours à des créanciers qui octroient les prêts à des conditions commerciales. Les États devraient s'endetter de manière raisonnable, de manière intelligente. Les gens se contactent des dettes dans des circuits qui ne sont pas des circuits normaux, des dettes non concessionnelles parfois, qui font en sorte que les taux d'intérêt et la dette augmentent. Et bien évidemment, tout cela provoque une augmentation de la dette qui fait que, au niveau de la croissance économique, ne peut pas se ressentir puisqu'il faut, n'est-ce pas, s'acquitter, n'est-ce pas, du service de la dette. Dans le rapport Africa Pulse 2017 de la Banque mondiale, 11 des 35 pays à faible revenu que compte l'Afrique subsaharienne sont classés comme étant à haut risque de surendettement. Une situation qui pourrait compromettre la mise en œuvre des projets sociaux vitaux et la construction des infrastructures. Le retour aux crises de la dette identiques à celles des années 90, c'est possible, Barandiaï ? Pourquoi pas, hein, dans le reportage, on le voit bien, la plupart des pays africains sont surendettés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, quelque part, la majeure partie de ces pays-là misent sur les infrastructures. Ils s'endettent pour construire des infrastructures. Figurez-vous qu'après la construction de ces infrastructures, si le retour sur investissement escompté ne suit pas, à quelle hauteur ces pays-là vont se retrouver? Ils seront au bord de la faillite. Pourquoi? Parce que, quelque part, le surendettement, c'était pour investir dans des infrastructures qui fait que ce n'est pas suivi de la croissance de l'emploi, parce que croissance économique c'est bien, mais si c'est suivi parallèlement à une croissance liée à l'emploi, ça permettra à la société de pouvoir consommer. Si un pays a un fort taux, autant pour moi, de consommation, c'est-à-dire une population active qui consomme, ça permettra d'enflouer les caisses que l'État pourra injecter encore pour rembourser ses dettes. Mais si la population locale n'arrive pas à suivre, parce que pas d'emploi, pas de consommation, bah écoutez, vous ne pouvez pas rembourser vos créanciers, vous allez encore vous surendetter pour autre chose, en fait, pour développer d'autres projets, hein, et malheureusement, ce sera la banqueroute de l'État. Aboubakry Ba. Oui, le problème de l'endettement africain est devenu de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si on va revenir, parce qu'il y a quand même une petite embellie depuis quelques 2 ans, et la Banque mondiale prévoit que cette embellie, entre guillemets, va continuer dans les années qui viennent. Donc, par contre, le paradoxe, c'est
pendant que la croissance en Afrique est supérieure à la croissance de toutes les autres régions du monde, nous vivons des situations toujours plus dramatiques. Donc il y a quand même un problème de capacité de nos dirigeants de manière générale à prendre les choix politiques qui soient pertinents par rapport à l'infléchissement de cette dette. La problématique de la dette, elle est présente depuis les années 70, 80. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à faire les choix qu'il faut pour inverser ce cycle infernal de la dette. On a le service de la dette qui continue à nous plomber. Et quand on s'endette, c'est pour effectivement faire des politiques de prestige, des infrastructures de prestige qui permettent la réélection des leaders, mais qui ne règlent pas le problème de la dette. Or, on devrait plutôt investir dans des moyens de production qui vont permettre la transformation de certains produits, la transformation, la mise, qu'on puisse ajouter de la plus-value sur les produits pour que justement qu'on puisse avoir une dette efficace et qui permette une capacité de remboursement dans les années à venir. Mais tant qu'on sera dans la construction d'infrastructures de prestige, le problème de la dette ne sera pas résolu. Moi, je reviendrai là-dessus. Vous avez énoncé l'idée avant moi. Pour moi, ce stress de l'endettement-là n'a pas lieu d'exister. Parce que quand on parle de la dette, il faut mettre bien sur la table, sur la balance, les potentialités de croissance d'une économie, ajoutez maintenant, si vous voulez, à l'endettement extérieur. Quand vous parlez, nous avons suivi dans le reportage, le niveau d'endettement des États africains est de combien? 45-55%. Oui. Regardons les économies occidentales, il est de combien? Donc, je dis qu'à chaque fois, on va poser sur la tête des Africains les problématiques même qui sont économiques. Moi, je suis économiste, qui n'ont pas lieu d'exister. On juge, si vous voulez, le niveau d'endettement d'un pays par rapport aux capacités de croissance que recèle cette économie-là. Ce n'est pas dans l'absolu. On ne va pas se mettre à nous poser des indicateurs économiques pour les poser sur la table, croyant que les Africains seront capables de les interpréter. Pour moi, ça, c'est un stress financier qu'on pose sur nos dirigeants qui n'a pas du tout lieu d'être. L'Afrique est le seul continent au monde aujourd'hui où vous avez les taux de croissance les plus élevés, y compris de la Chine. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le système financier international qui s'assoit. On se dit que bon, qu'est-ce qu'on va encore sortir aujourd'hui aux Africains? Je suis désolé de le dire aussi franchement que je le dis. Qu'est-ce qu'on va encore sortir aux Africains? Mais on oublie le niveau, les capacités, le potentiel de croissance des économies africaines qui est le plus élevé du monde en tant que tel. Donc, quand on parle d'endettement, il vaut mieux mettre, comment dirais-je, ces deux variables-là sur la balance et se poser la question de savoir quels sont les niveaux d'endettement acceptables. On sait aujourd'hui qu'on a des États, comment dirais-je, dans le monde entier, les États européens, la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, le niveau d'endettement, il est de combien? Il est supérieur à 100. Donc, à partir de là, je veux bien qu'on nous pose à chaque fois des problématiques sur la table, mais il faut être vigilant, nous les Africains. J'ai dit toujours sur ce plateau que les indicateurs économiques, si vous voulez, macroéconomiques qui sont utilisés ne sont pas des indicateurs, si vous voulez, économiques qui permettent de saisir toute la réalité africaine en tant que telle. Des gens sont assis à New York, on nous sort, si vous voulez, des statistiques sur lesquelles, ce qui se passe réellement sur le terrain. Une statistique, on sait ce qu'on veut dire à une statistique. Je suis économiste, c'est-à-dire qu'est-ce que vous prenez comme chiffre, que vous mettez en avant en tant que tel. Donc on nous parle du surendettement des économies africaines. Pour moi, ce surendettement-là n'existe pas du tout. Tout simplement pourquoi? Moi, je suis économiste, mais je vous rejoins quelque part. Par contre, nos chefs d'État, on ne leur met pas en fait un couteau sous la gorge. Non, nos chefs d'État, des finances. Non, ce sont des histoires, ça. Parce que quand vous avez un niveau d'endettement de 45%, vous allez dire, vous êtes rentrés tous les deux là-dedans. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous êtes obligés, vous savez ce que vous appelez des dépenses somptuaires. Quand on a construit le palais de Versailles, c'était une dépense somptuaire pour la France. Quand on a construit la Tour Eiffel, c'était une dépense somptuaire pour la France. Donc, ayons une lecture à moyen et à long terme sur le devenir de nos économies en Afrique. Arrêtons de taper sur nos dirigeants. Nos dirigeants vont partir demain. Ils vont partir avec ces structures-là. Est-ce que vous aussi, vous souvenez que tout ceci, c'est des histoires? Comme le dit Jean-Marie Bitomo. Je suis presque en phase avec lui, sauf qu'il ne m'a pas laissé terminer tout à l'heure. Je disais juste que nos dirigeants, on ne leur met pas le couteau sous la gorge. Ils sont accompagnés des experts comme des ministres des Finances et leur cabinet. Ces ministres, en fait, sont capables d'analyser un besoin, de définir un cahier des charges et puis de pouvoir emprunter par rapport à un projet. Mais si c'est ton créancier qui t'impose le projet et comment mener à bien ton projet qui ne sont pas en phase avec les réalités de ton pays, mais par contre avec ses réalités lui et à ses besoins de remboursement, la donne, elle change.
Donc, quelque part, nos présidents... Excusez-moi, Barra, vous avez raison. Vous parlez de la Chine, là, nous sommes d'accord. Vous parlez de la Chine, quelque part, et même quelque part la France, donc, et les FMI en général. Et du coup, ce qui se passe quelque part, c'est que on doit emprunter par rapport à des besoins spécifiques, des besoins d'émergence, des besoins pour faire développer nos économies, nos pays, nos infrastructures. Pour que ça profite aux multinationales. Exactement. Tout simplement. Parce que le contexte l'exemple que vous donnez, le Versailles, etc., c'est très bien. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait des Versailles, des palais comme ça en Afrique. OK, oui, mais le contexte n'est pas le même. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut, quand on s'endette, il faut s'endetter après avoir dit quelles sont nos priorités. Exactement. Et ne pas mettre cet endettement-là dans des domaines qui ne permettent pas de rembourser qui ne font pas partie de nos enjeux. Ceci dit, il ne faut pas être pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Je pense au contraire que, vu ce qui se passe en Afrique, les changements au niveau de la gouvernance, etc., nous allons aller, dans les années à venir, population jeune, etc., tous les indicateurs montrent que l'avenir du monde, du point de vue économique, va se déplacer vers l'Afrique. Et j'espère qu'à terme, nous aurons nos Versailles. Moi, ces constructions structurelles-là, c'est ce qui m'intéresse. Parce que généralement, quand on parle de nos problématiques africaines, on s'intéresse beaucoup plus au conjoncturel. Alors que l'Afrique a besoin d'une construction structurelle, c'est-à-dire en profondeur. Les idées comme celles que l'ancien président Wade avait posées sur la table au NEPAD, c'est-à-dire, moi, j'aurais préféré que l'Afrique, même si on dit que ça devient un gouffre, qu'on réalise le NEPAD, et on allait voir comment dirais-je, les répercussions sur l'avancée des économies africaines. Donc c'est pour ça que moi j'insiste sur ces choix. Malheureusement, ce n'est pas fait, monsieur. Pour le Sénégal, je vous rassure, sur ces choix-là, au Sénégal, c'est mis en perspective et à la limite, ça continue. Parce qu'il y a un investissement sérieux sur les autoroutes, donc des enclavements de certaines régions du Sénégal qui vont permettre un déplacement des biens et des personnes beaucoup plus rapide. Ajouter la plus-value dont vous parlez là tout à l'heure, entre la transformation et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout à fait... Donc, sur cette lancée-là, je comprends parfaitement que vous soyez fan, si vous me permettez l'expression. Les infrastructures sont d'envergure. Effectivement, le réseau autoroutier sénégalais, aujourd'hui, il est quasiment assez avancé par rapport à ses pays voisins. Il y a l'aéroport AIBD, qui est un aéroport de normes internationales qui va constituer un hub prochainement. Il y a une cité aussi, la cité Diamniadio, qui est là, qui va être un hub d'activité économique. Donc voilà, sur cette partie-là, Wade était visionnaire quelque part. C'est une des choses qu'il a fait de bien, il faut le souligner aussi. Et son successeur aussi, parce qu'il aurait pu inverser cette tendance. Il s'est mis à investir de manière très sérieuse. C'est ces investissements structurels-là qui m'importent pour notre développement. Alors, vous avez construit des centrales chez vous, des centrales solaires, qui créent, comment dirais-je, une indépendance énergétique du pays à un certain niveau. Donc, c'est ce que nous disions, on est d'accord. Maintenant, si on s'endette pour ces questions-là, on est tout à fait d'accord, parce que c'est un endettement, j'allais dire, productif, un endettement qui n'est pas nocif. Quand on investit dans l'énergie solaire, quand on investit dans des autoroutes, on fait un endettement dans les aéroports positif. Et après, on pourra faire nos Versailles que les gens pourront venir visiter. Bien sûr, c'est prévu. On vous invitera. Notre culture, bien sûr. On vous invitera. Il y a déjà Yamoussoukro qui existe. On a tapé sur Oufouette quand il a construit ça. Mais c'est resté. Il est parti. Alors, quand même, une dernière question. Plusieurs États tels que le Rwanda, mais aussi la Côte d'Ivoire ou encore le Kenya ont fait le choix de rentrer dans des programmes du FMI de gestion, disons, drastique pour maintenir une trajectoire viable. C'est une bonne chose, Bara Ndiaye ? Oui, effectivement, c'est une bonne chose, sauf qu'il faut juste se rappeler, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que les FMI, quand ils te prêtent, ils te conditionnent en fait par rapport... les conditionnalités. Exactement. Et ces conditionnalités-là, c'est pas du tout tenable par rapport à nos réalités économiques, déjà par rapport à notre système de production, par rapport à notre faible taux d'industrialisation. Vous savez, peu de pays africains ont atteint un niveau industriel qui leur permet de produire et d'exporter. La plupart de ce qu'on produit en local est bien sûr transformé à l'étranger. Et la plupart de ce qu'on produit à local, malheureusement, les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Je ne suis pas économiste encore une fois, mais c'est des informations sur lesquelles, en fait, nos chefs d'État, c'est pas pour les blâmer, pouvaient quand même avoir leur mot à dire, c'est-à-dire le produit africain, de base, la matière première, doit avoir son prix fixé par les États africains dans les marchés internationaux et puis des taxes imposées sur ces produits-là. Pourquoi ? Pour pouvoir s'endetter à hauteur des besoins de ces projets et pouvoir les rembourser dans les délais impartis. Malheureusement, le temps passe beaucoup trop vite, mais on n'a pas eu le temps de parler de la Chine, puisque c'est le principal créancier aujourd'hui de toute façon, on n'a pas besoin de trop parler de la Chine là-dessus, Zahra. C'est-à-dire ce que nous avons tous exposé, c'est-à-dire les investisseurs étrangers rentrent dans la même logique. Quand je veux dire, la Chine n'a pas une logique qui est différente de celle des autres.
C'est dans la même logique, on est dans la logique, c'est-à-dire de la financiarisation internationale des économies. Donc à partir de là, la Chine ne met pas en place des stratégies qui soient différentes. Parce que, on le sait aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, la Chine travaille avec la France ici aujourd'hui sur certains projets. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, les objectifs sont les mêmes. Très bien, merci beaucoup Jean-Marie Bitomo. On va marquer une courte pause, restez avec nous, à tout de suite.